Bonjour à tous, bienvenue à Science on tourne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Marin, astrophysicien à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tout de suite, je vous propose de regarder un film que nous avons réalisé ensemble, qui dure moins d'une demi-heure. Et tout au long de ce film, vous pouvez déjà poster vos questions. À la fin du film, nous repasserons au direct et Frédéric Marin répondra à toutes vos questions. Bon film et à tout à l'heure. Attention, science, on tourne. Aujourd'hui, Science on tourne vous emmène à l'Observatoire astronomique de Strasbourg et nous partons à la découverte des trous noirs. Pour les explications, je vous propose de rencontrer le directeur de l'Observatoire, M. Pierre-Alain Du, et un autre astrophysicien, M. Frédéric Marin. On y va! Bienvenue à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Il s'agit d'un lieu de science, de formation lié avec l'Université de Strasbourg et aussi un lieu de patrimoine. Vous êtes ici dans l'Observatoire qui a été construit à la fin du XIXe siècle, quelques années après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. À l'époque, l'Allemagne avait pour ambition de faire de Strasbourg une capitale d'un nouveau land et il fallait construire une université et un observatoire à la hauteur de ce rang. Donc l'idée était d'essayer d'attirer les meilleurs scientifiques de l'époque en leur proposant un observatoire qui répondait aux standards de l'époque, un observatoire moderne qui a été composé donc de 3 gros bâtiments, chacun avec une fonction précise. C'était quelque chose de très novateur pour l'époque, avec quand même quelques inconvénients. Tout d'abord, la situation de l'observatoire, qui est de fait très proche du centre-ville de Strasbourg. À l'époque, les scientifiques s'étaient plaints de cette proximité, qui est gênante à cause de la pollution lumineuse. Mais ils n'ont pas eu de gain de cause parce qu'il fallait construire l'observatoire au sein du campus de l'université et non pas sur une colline un peu plus éloignée qui aurait été plus propice aux observations astronomiques. Deuxième problème, bien sûr, Strasbourg ne bénéficie pas des conditions météo qu'on trouve par exemple dans les observatoires modernes, qu'il s'agisse du désert du Chili ou au sommet de volcans comme à Hawaï. Pour preuve, l'architecte qui a conçu l'observatoire avait prévu des coursives entre les 3 bâtiments pour se protéger des intempéries, ce qui est un peu paradoxal dans un observatoire destiné à observer le ciel. Malgré tout, pour l'Allemagne, cet observatoire était celui qui était le plus au sud, donc qui offrait des conditions peut-être les meilleures pour le standard allemand. Les astronomes ici étaient occupés soit à observer des étoiles doubles avec la grande lunette ou à essayer de repérer l'arrivée de comètes en utilisant un chercheur de comètes, une chaise dotée d'une lunette un petit peu particulière qui était installée sur la terrasse de l'observatoire. Ces observations ont perduré jusque dans les années 60 et à une époque où ce thème de recherche n'était plus à la mode et plus compétitif. Du coup, il a fallu occuper les astronomes. Et donc, il y a eu cette idée très novatrice à l'époque de dire que plutôt que de créer son propre catalogue d'objets stellaires à l'observatoire, on allait recueillir les données et les catalogues qui ont été produits dans d'autres observatoires et les combiner pour construire une base de données.
Ainsi est né au début des années 70 le centre de données stellaire, qui allait devenir le centre de données de Strasbourg, dont la vocation est de récolter les positions des astres, les propriétés des astres, observées à partir d'une multitude d'observatoires dans le monde et depuis l'espace. C'est cette vocation de l'observatoire de repérer les astres qui se trouve aussi illustrée dans ce vieux globe de Coronelli qui, lui, date de la fin du XVIIe siècle. Le CDS occupe actuellement une bonne partie du personnel de l'observatoire, qu'il s'agisse d'ingénieurs, de scientifiques ou de documentalistes occupés à créer donc, ces catalogues qui sont consultés par l'ensemble de la communauté internationale. Il faut savoir qu'il y a à peu près d'1 million de requêtes par jour pour utiliser et consulter donc, ces catalogues. L'observatoire est aussi un lieu de formation avec des enseignants-chercheurs qui enseignent à l'Université de Strasbourg et qui enseignent aussi chez nous, à l'Observatoire, dans le cadre d'un master en astrophysique. Et enfin, c'est un lieu de recherche avec 2 équipes scientifiques, dont l'une s'intéresse tout particulièrement aux liens entre les étoiles, les galaxies et leurs trous noirs. Trous noirs ultramassifs au centre des galaxies, mais aussi trous noirs stellaires qui sont le résultat de l'évolution des étoiles. Pour suivre, cette thématique des trous noirs sera illustrée par Frédéric Marin dans la coupole de l'Observatoire. Nous sommes ici à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, sous la grande coupole avec la lunette historique. Et nous allons parler aujourd'hui du phénomène et des objets qui s'appellent les trous noirs. Les trous noirs sont un sujet fascinant en astrophysique, puisque ce sont des objets que nous ne comprenons pas encore entièrement et surtout, ils sont invisibles à l'œil nu. Nous avons encore beaucoup de problèmes pour arriver à les détecter et surtout à comprendre la physique qui les anime. Et c'est le but de notre présentation aujourd'hui. Pour exercer la fonction d'astrophysicien, il y a différents parcours possibles. Le parcours le plus simple est de réaliser un bac scientifique, puis ensuite de partir à la faculté pour faire 5 années jusqu'au master en physique. Puis on obtient ensuite une thèse en astrophysique, cela dure 3 ans. Toutefois, mon parcours est quelque peu inhabituel dans ce contexte. J'ai obtenu mon bac scientifique à Annecy et ensuite j'ai enchaîné par 2 années à l'université pour obtenir un diplôme de technicien supérieur. J'ai continué ensuite en Erasmus, un programme d'échange pour pouvoir améliorer et perfectionner mon anglais, à Dublin. Et je suis revenu en France, j'ai alterné entre Strasbourg et Montpellier pour mon master et j'ai fini par faire une thèse ici même à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Mon parcours est international et j'ai de nombreuses collaborations en République tchèque, en Amérique, en France, en Italie. Tout cela m'a amené à avoir un projet global cohérent et de faire de la recherche sur des objets particuliers. Et ces objets sont les trous noirs dont nous allons parler aujourd'hui. Les trous noirs sont un sujet fascinant. Ils sont très intrigants, même pour l'astrophysicien moderne que je suis. Les trous noirs sont appelés ainsi car ils ont la capacité d'absorber et la matière et la lumière. Or, si la lumière est absorbée par ces objets astronomiques, elle ne peut pas être émise vers nous. On ne peut pas les voir. On appelle les trous noirs noirs. En réalité, les trous noirs sont un peu plus compliqués que ça et il y a des paramètres qui nous permettent de les définir. Un trou noir est un objet dominé par la gravitation, c'est-à-dire que dans une toute petite fraction du ciel, dans un tout petit volume, il y a énormément de matière, ce qui fait beaucoup de densité et Albert Einstein a prédit que cet amas de matière, cette densité phénoménale, va ensuite courber l'espace et le temps et former un trou noir.
La quantité de matière dans un trou noir va définir sa masse. Et la masse est un des paramètres très importants des trous noirs, puisque cette masse va définir le rayon d'action du trou noir. Pour vous donner une idée, si notre Soleil était un trou noir, et donc sa masse entièrement convertie en trou noir, son rayon d'action ne serait que de 3 km, ce qui fait que les planètes de notre système solaire qui orbitent autour ne verraient pas la différence. La masse, comme nous l'avons dit, permet de définir un rayon d'action pour le trou noir. Il existe des petites masses de trous noirs. En effet, suivant le paradigme de l'évolution stellaire, lorsqu'une étoile massive, plus massive que notre Soleil, va mourir, elle va se transformer en supernova, une explosion gigantesque, une explosion cosmique. La matière de cette étoile va être diffusée dans le cosmos, mais le cœur de l'étoile qui a explosé va former un objet gravitationnel compact. Toute la matière va s'effondrer sur elle-même et va en résulter un trou noir dont la masse totale sera un peu inférieure à la masse de l'étoile originelle. On appelle cela un trou noir de masse stellaire. Et dans notre galaxie, la Voie lactée, nous nous attendons à avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers de trous noirs de masse stellaire. La masse peut être aussi beaucoup plus importante. On appelle ça alors un trou noir supermassif. Un trou noir supermassif a une masse de l'ordre de quelques millions à quelques milliards de masses solaires. Et on trouve un trou noir supermassif par galaxie en son centre. Le trou noir supermassif de la Voie lactée s'appelle Sagittarius A étoile. On sait qu'il est situé à 8000 parsecs de nous, c'est-à-dire que nous sommes très loin de son rayon d'influence, malgré le fait que son rayon d'influence est beaucoup plus grand, puisque sa masse est beaucoup plus grande. Nous sommes toujours à la recherche des trous noirs qui sont dits intermédiaires, c'est-à-dire entre le trou noir de masse stellaire et le trou noir supermassif. Il y a aussi une autre classe de trous noirs que nous cherchons activement, et ce sont des trous noirs primordiaux. C'est-à-dire qu'ils se seraient formés après la naissance de l'univers et ils auraient impacté la formation et la construction des gigantesques structures que nous voyons dans le cosmos. Pourquoi faisons-nous cette recherche? Les trous noirs sont d'une part fascinants puisque nous ne les comprenons pas, mais surtout, ils sont le siège d'une physique que l'on ne peut pas reproduire sur Terre. Et cette physique, c'est la relativité générale. Dans le cosmos, il y a les lois définies par Newton, celles de l'attraction. D'après Newton, la Terre tourne autour du Soleil puisqu'il y a le phénomène d'attraction. Mais d'après Einstein, ce n'est pas cette force qui est en cause, mais la déformation de l'espace et du temps. Pour mieux comprendre cette physique, faisons appel à une analogie très simple. Dans le cas de la relativité, on peut définir l'espace-temps comme un tissu élastique. Et si nous mettons une petite pierre au centre du tissu, la pierre va déformer le tissu. On voit donc l'effet de la gravité. Et cette petite pierre, ça peut très bien être notre Soleil. Partons ensuite d'un peu plus loin sur ce tissu et lançons une bille. Au tout début, la trajectoire de la bille est plate, puisque la déformation induite par le Soleil, par la petite bille, est relativement faible et localisée. La bille va continuer son chemin de manière rectiligne jusqu'à arriver à l'horizon de la déformation. Et là, la bille va être courbée, elle va rentrer dans la déformation, puis ressortir. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe pour le cas des trous noirs. En effet, si on reprend notre analogie, le trou noir va exercer une masse presque infinie dans une toute petite région du tissu. On va donc avoir une courbure du tissu qui sera infinie. Et notre petite bille, que nous avons lancée de plus loin, va suivre une trajectoire droite, entrer dans la déformation et n'en ressortira jamais. C'est pour cela que l'on appelle les trous noirs noirs, c'est parce que tout ce qui rentre dedans n'en ressort jamais. Les propriétés des trous noirs sont étonnantes. En effet, lorsque un observateur, par exemple un intrépide voyageur, veut se rendre près d'un trou noir, on va observer le phénomène de distorsion du temps. Rappelez-vous, la nappe, le tissu, représente le continuum espace-temps. Si l'on déforme l'espace, on déforme le temps. Maintenant, notre voyageur intrépide file en ligne droite vers le trou noir. Quand il va aborder la dépression causée par la gravité,
les phénomènes de distorsion du temps vont apparaître. Nous, sur la Terre, nous verrons notre explorateur avancer de plus en plus lentement vers le trou noir, alors que lui, lorsqu'il regarde sa montre, il ne verra pas le temps s'écouler de manière différente. Mais nous, on le verra ralentir de plus en plus lentement jusqu'à se figer dans le temps. À l'inverse, pour l'intrépide explorateur, lui, en regardant sa montre, comme je l'ai dit, ne verra pas de changement puisqu'il est dans son propre référentiel. Mais s'il se retourne, qu'est-ce qu'il verra? Il verra le temps accéléré, c'est-à-dire qu'il verra la Terre tourner de plus en plus vite et surtout le temps aller vers l'avant. Il va voir l'évolution de la Terre et il verra même, lorsqu'il approchera la limite du trou noir, le rayon de Schwarzschild, l'horizon défini par la masse du trou noir, il verra le temps finir. Bien sûr, dans ce genre de concept que l'on ne peut pas prouver sur Terre et que l'on aura beaucoup de mal à prouver dans le futur, puisqu'il faudrait se rendre sur place, c'est un ticket à sens unique. En effet, tout ce qui tombe dans le trou noir n'en ressort jamais. Il existe aussi d'autres phénomènes très intéressants qui sont liés à la déformation de l'espace. En effet, pour notre voyageur, lorsqu'il va approcher du trou noir, eh bien, il n'approchera pas de manière unidimensionnelle. En effet, imaginez que ses pieds arrivent en premier au contact du trou noir. Eh bien, dans ce cas-là, les effets de déformation ne seront pas les mêmes entre ses pieds et sa tête. Comme dans toutes les lois de l'univers que nous connaissons et que vous avez sans doute étudiées au collège et au lycée, vous savez que la force dépend de la distance. Donc, la force gravitationnelle du trou noir fera que les pieds seront accélérés plus rapidement que la tête de ce voyageur. Or, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le phénomène de marée, les forces de marée, et le pauvre sera littéralement pulvérisé. On comprend donc que s'aventurer dans un trou noir est littéralement impossible, puisque tout sera réduit à l'état de particules élémentaires. Bien entendu, ce genre de phénomène est graduel, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à l'exact horizon du trou noir, mais va avoir lieu sur les centaines, les milliers de kilomètres autour du trou noir. C'est pour ça que le trou noir a un champ d'action. Une autre particularité fascinante des trous noirs, et qui est liée à la déformation de l'espace et du temps, c'est que dans l'exemple que je vous ai donné, il y a une petite subtilité supplémentaire. En effet, lorsque l'explorateur va approcher du trou noir, eh bien, l'énergie qui va être émise de cet observateur, c'est-à-dire les photons, les particules de lumière que nous allons observer, vont subir un décalage énergétique. Cela est dû à la déformation de l'espace, qui va changer la longueur d'onde de la lumière. Notre observateur va tout doucement tirer vers le rouge et disparaître graduellement lorsque la fréquence, lorsque la longueur d'onde des photons qu'il émet va changer pour aller dans l'infrarouge puis la radio. On comprend donc que les trous noirs sont fascinants à tout point de vue, parce qu'ils mettent en jeu une physique totalement différente de ce que l'on connaît sur Terre, et aussi parce que l'on ne sait pas et l'on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs, puisque nous ne pouvons pas nous y rendre et communiquer l'information aux gens sur Terre. Vous allez me dire, si les trous noirs sont noirs, s'ils absorbent la matière et la lumière, comment est-ce qu'on peut les observer? Comment peut-on déceler leur présence? Eh bien, en réalité, si la lumière qui tombe dans un trou noir n'est pas visible, puisqu'elle est phagocytée, la matière, lorsqu'elle approche du trou noir, va être chauffée. Comme tout phénomène de friction, elle va émettre de la lumière. Cette lumière est de plus en plus intense au fur et à mesure que nous nous rapprochons du puits gravitationnel. Et l'on va émettre jusque dans les rayons X. Rayons X qui sont hautement énergétiques et que nous pouvons observer depuis l'espace. Pour observer ces fameux rayons X, qui sont donc une signature de la matière qui va entrer dans un trou noir, nous avons lancé dans l'espace de nombreux satellites. Bien entendu, les rayons X, comme vous le savez, sont bloqués par l'atmosphère, ils nous protègent, puisque les rayons X sont nocifs pour les humains. On a commencé dans les années 50, 60 et même avant à lancer des ballons sondes, voire ensuite des roquettes dans la haute atmosphère. Et la première détection des rayons X d'une source cosmique est faite en 1962. L'astronomie des rayons X est relativement jeune. Bien entendu, depuis nous avons envoyé de nombreux satellites dans l'espace et nous avons à l'heure actuelle
plusieurs satellites tels que XMM Newton, Suzaku, Chandra, NuSTAR et bien d'autres qui nous permettent de faire des observations de pointe. C'est d'ailleurs à Strasbourg que l'European Space Agency, la NASA européenne si vous le voulez, a confié à un consortium l'étude, l'analyse et le catalogage du demi-million de sources de rayons X qui ont été détectées par le télescope XMM Newton. On a donc une expertise locale dans le sujet des trous noirs, voire même de toutes les sources cosmiques qui émettent des rayons X. Heureusement pour nous, il n'y a pas que les rayons X, qui sont difficiles à observer, qui nous permettent de contraindre, de mieux comprendre les phénomènes de trous noirs. En effet, par exemple, il y a la bande radio. Dans cette bande, on s'attend à voir les jets d'émission qui sont émis par les trous noirs. Un trou noir avale de la matière, mais comme tout objet, ne peut pas absorber toute la matière qui lui est donnée. Une partie de cette matière va être rééjectée. Au-delà du rayon de Schwarzschild, cette fameuse limite au-delà de laquelle rien de ce qui rentre ne ressort, la matière qui est chauffée et qui tombe va spiraler. Mais avec des effets magnétiques, elle va pouvoir être aussi envoyée sous forme de jets vers les pôles du trou noir. On a donc des jets de matière qui vont à des vitesses relativistes, proches de la vitesse de la lumière. Et le rayonnement qui en est émis est principalement en ondes radio. Ce qui fait qu'on peut observer les alentours d'un trou noir grâce au phénomène des ondes radio, qui sont, elles, directement observables de la Terre. Pour compléter ce panel observationnel, il faut savoir aussi que l'on peut regarder l'environ des trous noirs grâce à l'infrarouge, à l'optique et aux ultraviolets aussi, en réalité dans quasiment toutes les bandes de longueur d'onde. Et en regardant ces dernières, on peut contraindre par exemple la géométrie de la matière qui tombe dedans, mais aussi sa composition, sa température ou l'intensité du champ magnétique. En conclusion, que sont les trous noirs? Ce sont des phénomènes particulièrement fascinants qui sont nés dans l'imaginaire de mathématiciens et de physiciens il y a plus de 100 ans de cela et que nous continuons à observer ou au moins à essayer de détecter pour mieux comprendre comment ils se forment et comment ils influent la matière autour d'eux. Il est très difficile d'arriver à contraindre la présence d'un trou noir puisque, comme nous l'avons vu, tout ce qui tombe dedans, la matière comme la lumière, n'en ressort pas. On ne peut les observer qu'en observant la matière qui se situe autour. Les trous noirs sont particulièrement importants pour la recherche en astrophysique moderne. Pourquoi ? Puisque pour les plus massifs d'entre eux, ceux qui se trouvent au centre des galaxies, nous pensons qu'ils sont intimement reliés à la formation et à l'évolution des grandes structures qui forment l'univers que nous voyons aujourd'hui. J'espère que cette introduction au sujet des trous noirs vous aura plu et je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en direct. Voilà, donc j'espère que ce film vous a plu. Nous revoici à nouveau en direct. Alors, on va commencer par quelques questions assez générales. Où trouve-t-on généralement les trous noirs ? Demande Gaël de Mulhouse. Alors, les trous noirs ne se trouvent pas à un endroit spécifique, sauf les trous noirs que l'on appelle supermassifs. En effet, les trous noirs supermassifs sont situés uniquement au centre des galaxies, comme notre galaxie, la Voie lactée. On pense qu'il y a un trou noir supermassif par galaxie, en son centre. En ce qui concerne les trous noirs de plus petite taille, les trous noirs de masse stellaire, ceux-là peuvent être répartis un peu n'importe où dans la galaxie, puisqu'ils sont le résultat de la mort d'une étoile. Et les étoiles, quand vous levez la tête, vous les voyez réparties un peu partout. Encore une fois, comme il a été présenté, il existe aussi peut-être des trous noirs intermédiaires, et ceux-là, on n'a pas la moindre idée de où ils se trouvent, si ils existent. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un trou noir ? Demande Antoine à Mulhouse. Donc les trous noirs, si on veut avoir une définition la plus courte et la plus simple possible, c'est un astre extrêmement compact et très petit.
Et cela fait que la gravité est énorme autour d'un trou noir et donc que toute la lumière va tomber dedans et n'en ressortira pas. C'est un astre compact. D'où viennent les trous noirs? Demande Julie. Les trous noirs donc, ont plusieurs origines possibles, comme il a été présenté dans le film. Et je vais rappeler ces origines. Les trous noirs de plus petite taille, les trous noirs de masse stellaire qui viennent de la mort d'une étoile de grosse masse, ceux-là sont le résultat de la mort et de l'effondrement de tout le gaz de l'étoile sur le centre, qui va former par la suite un trou noir. Mais les trous noirs supermassifs, c'est encore une grande question. En effet, nous ne savons pas à l'heure actuelle comment ces trous noirs gigantesques, qui sont au cœur des galaxies, sont formés. Il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, ils sont peut-être primordiaux, ils ont peut-être été créés immédiatement après le Big Bang, c'est-à-dire la création de l'univers, et seraient là depuis le départ. Une autre hypothèse est qu'ils sont le produit de la mort d'une étoile gigantesque, ou plutôt d'un amas d'étoiles qui va former un trou noir beaucoup plus massif. Une autre possibilité est que ce gros trou noir supermassif est la collection de plusieurs petits trous noirs qui ont été accrétés, avalés et qui ont ensuite fait grossir le trou noir pour atteindre sa masse actuelle. Nous avons plusieurs hypothèses, encore une fois, et nous cherchons activement, dans le domaine de la recherche en astrophysique, quelle est l'origine véritable, puisque cela nous permet ensuite de mieux comprendre comment l'univers s'est créé et comment il va évoluer. Un trou noir peut-il se trouver dans le système solaire? Fondamentalement, oui. Il pourrait y avoir un petit trou noir dans le système solaire. Toutefois, nous avons déjà regardé avec attention le système solaire et nous n'avons pas trouvé de traces indirectes d'un trou noir. Un trou noir, donc, comme nous l'avons vu, n'est pas visible, il avale la lumière. Toutefois, il y a une manière ou des manières de localiser un trou noir grâce à l'émission de la lumière autour de ce trou noir par d'autres processus. Dans notre système solaire, nous n'en avons pas remarqué. Il devrait émettre soit en rayon X, soit en ondes radio, et pour le moment, le ciel est relativement calme de ce côté-là. Donc oui, fondamentalement, il pourrait y avoir un petit trou noir entre la Terre et la Lune, mais nous n'en avons pas détecté. Qu'est-ce que la masse solaire et la masse stellaire? La masse solaire, c'est la masse de notre étoile, le Soleil, masse solaire. En règle générale, on considère en astrophysique qu'elle vaut 1, une masse solaire. Et c'est avec ça que l'on peut ensuite mesurer ou au moins quantifier la masse d'un trou noir. Un trou noir de petite taille fait quelques masses solaires, donc plusieurs fois la masse de notre étoile, et un trou noir supermassif fait des millions à des milliards de fois la masse de notre Soleil. Une masse stellaire, c'est quelque chose que nous n'utilisons pas comme unité, puisque là, on se réfère à la masse d'une étoile autre que le Soleil. Or, les étoiles dans notre galaxie, et d'après nos modèles, les étoiles peuvent avoir beaucoup de tailles qui varient. Donc une masse stellaire, ça ne veut rien dire. On utilisera la masse solaire. À partir de quelle masse une étoile va-t-elle évoluer en trou noir? Dans ce cas-là, on parle des trous noirs de masse solaire. Enfin, en tout cas, qui viennent d'une étoile un peu plus massive que notre Soleil. La limite est approximativement de 3,2 fois la masse de notre Soleil. Au-dessus de cette masse, la matière, lorsque l'étoile va mourir, va s'effondrer sur elle-même. L'effondrement va arriver jusqu'à compresser les neutrons. Si la masse n'est pas suffisante, la matière va être rééjectée dans une explosion phénoménale qu'on appelle une supernova, et il y aura au centre une étoile à neutrons. Mais si on dépasse ce seuil de 3,2 fois la masse de notre Soleil, eh bien cette quantité de matière est suffisamment massive pour s'effondrer encore plus profondément et former en fait un objet dont la densité est infinie dans un point infiniment petit de l'espace, une singularité, et on formera donc un trou noir de masse stellaire. Quelle est la masse d'un trou noir?
demande Adam de Lormont. Donc, les masses des trous noirs, il faut toujours la comparer à la masse de notre Soleil. Et comme je vous l'ai dit, on a en règle générale des trous noirs peu massifs, qui vont de quelques fois la masse de notre Soleil, jusqu'à des milliards de fois la masse de notre Soleil. La masse de notre Soleil, de tête, c'est 10 puissance 31 kg. Donc imaginez que c'est un volume, enfin, c'est une masse énorme dans un tout petit volume, d'où la densité infinie. Quelle est la taille moyenne d'un trou noir, demande Pascal de Saint-Louis. Alors, la taille moyenne, c'est facilement calculable. En réalité, il y a une toute petite équation que tout le monde est capable de résoudre, c'est une simple multiplication, et la taille d'un trou noir va dépendre de sa masse. Comme vous pouvez le voir, la masse est un paramètre important, voire même critique. C'est ce qui nous permet de déterminer les propriétés d'un trou noir. Ça, ainsi que sa rotation, sa vitesse de rotation, ce qu'on appelle le moment cinétique, le moment angulaire, et la charge. La taille du trou noir dépend directement de la masse. Un trou noir de petite masse aura une taille, c'est-à-dire un horizon des événements relativement petit. Cela se compte en quelques dizaines ou centaines de kilomètres en fonction de sa masse. Serait-il possible un jour de recréer un trou noir, demande Aurélien de Saint-Louis. Alors ça, c'est une question que j'imagine qui trouve ses bases dans les expériences qui ont été réalisées au CERN. Pour ceux qui ne le savent pas, on a activé un accélérateur de particules en Suisse qui, depuis quelques années maintenant, fait collisionner des particules, le LHC, Large Hadron Collider. Et cet accélérateur de particules, donc, envoie des particules dans sens contraire, dans un gigantesque anneau, et les particules sont accélérées par un phénomène magnétique jusqu'à atteindre des vitesses phénoménales. Et lorsque les chercheurs le veulent, ils font se rencontrer ces deux particules qui tournent en sens contraire pour qu'il y ait une collision. La collision va amener les deux particules à exploser et on va pouvoir ensuite sonder l'intérieur de ces particules extrêmement petites. Cela nous permet d'avoir une idée de ce qu'il se passe dans la matière à l'échelle infiniment petite. Lorsque l'on a lancé ces expériences, il y a eu une couverture médiatique très importante et l'une des questions qui est apparue à cette époque-là était justement: pouvons-nous recréer un trou noir en faisant ainsi? Dans ce cas-là, la masse des particules est infiniment petite. Toutefois, on les emmène à des vitesses gigantesques, on leur donne une énergie phénoménale et on les fait se rencontrer, il y a une collision. L'une des hypothèses de la physique des particules est qu'il est potentiellement faisable, on peut potentiellement créer un trou noir de taille minuscule. Mais même si ce trou noir pouvait être créé, on parle là d'un trou noir qui n'aurait même pas la taille d'une tête d'épingle en termes de rayon d'action. Même si ce trou noir minuscule pouvait être créé, la théorie nous dit aussi qu'il s'autodétruirait immédiatement. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Au LHC, il n'y aura pas de destruction globale de la Terre par la création d'un trou noir minuscule. Et si on parle d'un trou noir de plus grande taille, là, il nous faut des soleils. On n'est pas capable de créer un soleil sur Terre. Selon la déformation de l'espace et du temps, serait-il possible de diminuer le temps d'un trajet dans l'espace, demande le lycée Mermoz. Donc là, on entre dans quelque chose qui est un peu plus complexe, comme nous l'avons vu dans la vidéo. La présence d'un trou noir va déformer le temps et l'espace. Et lorsque l'on approche d'une singularité, donc un trou noir typiquement, le temps et l'espace vont être déformés. Mais cela dépend en réalité du repère, du référentiel dans lequel est le voyageur, nous-mêmes. Pour pouvoir réduire la durée entre deux points de l'espace, il ne faudrait pas nécessairement passer par un trou noir, par une déformation de l'espace et du temps générée par un trou noir, mais en fait il faudrait plutôt courber l'univers. C'est quelque chose que l'on voit par exemple dans les films de science-fiction, où, pour citer par exemple Interstellar de Nolan, il est montré par exemple que pour aller d'un point A à un point B dans l'espace, si l'espace est représenté par une nappe, eh bien il est beaucoup plus simple de courber la nappe et de traverser cet espace dans la courbure, faire deux trous dans l'espace-temps
et aller d'un point A à un point B. Donc ça fait partie de théorèmes et de théories qui sont hautement spéculatives. On ne sait pas le faire, et courber l'espace et le temps, ça demanderait aussi une énergie phénoménale. Donc en allant vers un trou noir, ça n'aurait pas grand intérêt, parce qu'il faudrait faire un détour par le trou noir, subir des effets de distorsion temporelle, puis repartir. On n'y gagnerait rien. Il faudrait donc passer par une autre méthode, la déformation du continuum espace-temps. Là, encore une fois, on est dans la science-fiction. Alors, on a plusieurs questions du lycée Sylvia Montfort. Qu'est-ce que le cosmos, pour commencer? Oula, grande question. Là, on pourrait en parler d'ailleurs avec des professeurs de philosophie. Le cosmos, je ne pense pas avoir la définition du dictionnaire en tête, mais en règle générale, ce que nous considérons le cosmos, c'est l'univers, l'espace, c'est-à-dire à la fois toute la matière et toute l'énergie qu'il contient. Le cosmos, après, a des ramifications, des définitions qui changent en fonction de ce que l'on veut mettre dedans. On peut parler d'un cosmos d'un point de vue de philosophie naturelle, de métaphysique, mais dans notre cas, en astrophysique, le cosmos, c'est l'univers et tout ce qu'il contient. Quelle température fait-il dans un trou noir? Bonne question. C'est un problème. En réalité, encore une fois, nous ne le savons pas, puisqu'il nous faudrait aller planter un thermomètre dans le trou noir. Ça, on est d'accord, c'est plutôt compliqué. Le trou noir, on pense, enfin en tout cas les théories développées typiquement par Einstein, nous laissent à penser qu'un trou noir a une très haute température, et il va émettre comme un corps noir. Les professeurs de physique présents avec vous pourront vous expliquer ce que c'est que le rayonnement d'un corps noir si vous ne l'avez pas déjà vu. Le problème, c'est que ce rayonnement de corps noir, eh bien, il faut l'observer. Or, le rayonnement, donc la lumière émise par le corps noir, par le trou noir lui-même, ne peut pas s'échapper du trou noir. Donc, on ne sait pas quelle est la température du trou noir, puisque le rayonnement qui pourrait nous l'indiquer ne peut pas sortir. Les trous noirs se déplacent-ils? Étonnamment, oui. Un trou noir, comme à peu près tout objet dans l'univers, se déplace. Pourquoi est-ce qu'il se déplace? Eh bien, un trou noir, en lui-même, c'est très très massif. Nous l'avons vu. Mais toutefois, si l'on prend en compte les échelles plus grandes, par exemple un trou noir de masse stellaire, 10 fois la masse de notre Soleil, lorsqu'il est dans une galaxie, eh bien, par exemple, la masse totale du gaz et des étoiles est beaucoup plus haute dans la galaxie entière. Et donc, le trou noir, eh bien, il va faire comme les autres étoiles et le reste du gaz dans notre galaxie, il va être en rotation. Le trou noir supermassif, par exemple, qui est de 10 puissance 6 à 10 puissance 9 fois la masse de notre Soleil, eh bien, lui a beaucoup moins de chances de bouger, en tout cas dans le référentiel de la galaxie. Les étoiles, le gaz et les petits trous noirs vont tourner autour, orbiter autour. Mais encore une fois, il faut penser plus large, le cosmos. Il n'y a pas qu'une seule galaxie. Et les galaxies ont des tailles différentes, ce qui fait que des galaxies un peu éloignées peuvent tourner entre elles, et voire même finir par se rencontrer. Et là d'ailleurs, chose intéressante, c'est le destin de la Voie lactée, qui devrait rencontrer la galaxie d'Andromède dans plusieurs milliards d'années. Et nos deux galaxies fusionneront. La théorie des trous de verre est-elle possible? Alors, je pense qu'il faut reformuler la question, puisque la théorie des trous de verre, c'est une théorie. Fondamentalement, toute théorie qui est mathématique et solide est potentiellement vraie. La théorie du pont de Rose-Einstein, les trous de verre, donc ça c'est quelque chose qui a été mathématisé. Il y a des équations qui nous disent que potentiellement, lorsqu'on rentre dans un trou noir, on peut émerger ailleurs dans l'espace. Encore une fois, c'est une théorie que l'on ne peut pas tester, puisqu'il nous faut aller dans le trou noir. Or, aller dans le trou noir, c'est subir le phénomène de marée, la désintégration, le décalage vers le rouge, les phénomènes de distorsion temporelle, bref. Aucun vaisseau, aucun humain n'est capable de rentrer dans un trou noir intact. Donc on ne sait pas si on peut ressurgir ailleurs. Et encore une fois, c'est typiquement un thème de science-fiction qui est très utilisé, qui est fascinant, mais qu'on ne peut pas prouver. Donc l'hypothèse existe. Est-ce que la réalité nous permet de le faire? On ne le sait pas. Et on ne le saura sans doute jamais. Un trou noir peut-il attirer un autre trou noir? Tout à fait.
En règle générale, s'il y a deux objets massifs quelque part dans l'univers, le plus massif va tout doucement attirer l'autre. Ou en tout cas, il va y avoir la rotation, l'orbite d'un, le moins massif, autour de l'autre. C'est ce qui se passe par exemple avec la Lune et la Terre. En fonction de la vitesse de rotation de la Lune, par exemple, eh bien celle-ci peut s'éloigner, se rapprocher de la Terre ou rester à une orbite stable. Eh bien, c'est pareil pour les trous noirs. On nous a vu, les trous noirs peuvent voyager, en tout cas les plus petits, mais les trous noirs supermassifs aussi, au final. Et donc, lorsque deux trous noirs vont se rencontrer, eh bien, ils vont se mettre à tourner l'un autour de l'autre. Et le plus gros va phagocyter le plus petit. Le plus gros va grossir approximativement de la même masse du petit trou noir qu'il a absorbé. Dans ce cas-là, on va avoir un effet d'émission très très forte dans quasiment toutes les bandes de longueur d'onde. Et aussi, il va y avoir l'émission de ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des échos de la gravitation qui est liée au fait que deux masses extrêmement compactes vont fusionner. Et ça, c'est une découverte qui est très récente, qui grâce à des expériences comme Virgo, comme LISA par exemple, eh bien, nous avons prouvé, nous avons démontré que les fusions de trous noirs existent et nous avons pu en détecter il y a cela moins d'une année. Que pensez-vous de la théorie des mondes parallèles derrière les trous noirs? Demande Max Elliott de Saint-Louis. Alors, là encore une fois, c'est de la spéculation. Les mondes parallèles, en tout cas dans cette question, viendraient de ce qu'il se passe dans le trou noir. Une fois qu'on rentre dans le trou noir, on ne sait pas si la matière est réarrangée, est-ce qu'elle est expulsée quelque part ailleurs dans l'univers, ou carrément est-ce qu'il n'y a pas un autre univers qui est créé. C'est la théorie du multivers. On ne sait pas. On n'a aucune théorie là-dessus, donc c'est encore une fois très très spéculatif, et c'est ça qui est à la fois fascinant et très frustrant avec les trous noirs. C'est parce que tout ce qu'il se passe à l'intérieur, on ne sait pas, on ne peut pas le prouver. Là, c'est de la croyance. Et pour le coup, en tant que scientifique, je ne peux pas donner une réponse puisqu'il n'y a aucune manière de la tester. Il n'y a même pas d'hypothèse sérieuse et véritable sur la création d'un univers à l'intérieur d'un trou noir. Ça fait rêver, c'est agréable à penser. Après, chacun peut penser ce qu'il veut, clairement. Est-ce qu'un trou noir, s'il avale, entre guillemets, trop de matière, peut-il exploser, entre guillemets? Alors, le trou noir ne peut pas exploser, tout du moins pas dans les hypothèses actuelles. Encore une fois, nous travaillons avec des règles mathématiques qui ont été créées il y a 100 ans de ça. Vous êtes les bienvenus pour bouleverser entièrement ces équations. Faites de l'astrophysique et venez nous prouver que ces équations ne sont pas totalement correctes. Ce sera très très intéressant. Mais les trous noirs, lorsqu'ils vont avaler de la matière, ils sont assez raisonnables. Toute la matière qui arrive dans un trou noir ne tombe pas à l'intérieur. Une partie est émise sous forme de lumière. La matière tombe et elle va convertir son énergie gravitationnelle en énergie radiative. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons un disque d'accrétion autour des trous noirs qui, lui, va émettre des rayons X à l'infrarouge proche. Une partie de cette matière, s'il y a beaucoup trop de matière qui arrive, va en plus être éjectée au niveau des pôles du trou noir, c'est-à-dire au niveau des pôles de rotation. Et on va avoir la présence de jets de matière qui, comme nous l'avons vu dans la vidéo, vont émettre en radio. Donc le trou noir ne va pas exploser parce qu'il mange trop, il se régule. Les trous noirs peuvent-ils mourir? Demande le lycée Monet de Strasbourg. Nous le pensons. Il y a l'astrophysicien Penrose qui a proposé une manière, qui a proposé une hypothèse selon laquelle les trous noirs peuvent mourir. En réalité, s'évaporer. La matière qui est dans un trou noir n'en ressort pas. Toutefois, à la limite du trou noir, à l'horizon des événements, il se peut que le vide crée des particules. Le vide, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas vide. Le vide a une énergie, et le vide en fait est un constant bouillonnement de particules et d'antiparticules qui vont se créer et s'annihiler de manière extrêmement rapide.
Et en réalité, en fait, ce que Penrose a proposé, et ce qui ensuite a été cherché et découvert par Stephen Hawking, c'est qu'à la limite du trou noir, il peut y avoir vraiment à cet horizon la création d'une particule et d'une antiparticule. L'une des particules va tomber dans le trou noir et l'autre sera éjectée de manière opposée. Et si on est à la surface du trou noir, eh bien l'une re-rentre dans le trou noir, l'autre s'en va. Et de cette manière, en fait, il peut y avoir une évaporation du trou noir. Par contre, c'est un phénomène qui est très lent. On pense typiquement qu'un trou noir de masse stellaire prendrait 10 puissance 61 années pour être évaporé. 10 puissance 61 années. C'est beaucoup plus que l'âge de notre univers. Donc, pour le moment, les trous noirs sont très loin de mourir. Comment détecte-t-on un trou noir ? Demande Strasbourg. Donc, il y a plusieurs façons de détecter la présence d'un trou noir. Tout d'abord, s'il avale de la matière. Eh bien, comme nous l'avons dit, lorsqu'il avale de la matière, il convertit la masse en énergie radiative. Et donc, il va émettre et on s'attend à observer des rayons X extrêmement puissants, un très gros flux. Et lorsque l'on regarde le ciel, si on voit un flux de rayons X très très puissant concentré dans un tout petit point, on s'attend à ce qu'il y ait probablement un objet compact. Un trou noir ou peut-être une étoile à neutrons, mettons. Une autre possibilité, c'est la présence de jets d'émission. Comme nous l'avons vu, lorsqu'il avale de la matière, toute la matière n'est pas phagocytée par le trou noir et une partie peut être réémise par des jets d'émission. Ces jets sont gigantesques. Ils font des millions et des millions de kilomètres de long. Et lorsqu'on voit un semblant d'étoile avec des jets fantastiques, on se dit que ce semblant d'étoile est probablement un trou noir et que ce que l'on voit, c'est la matière qui est accrétée dedans et l'émission du jet. Enfin, il y a d'autres possibilités pour observer la présence d'un trou noir. C'est l'interaction entre le trou noir et les étoiles autour. C'est ce qui se passe au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il y a Sagittarius A étoile, notre propre trou noir supermassif, 10 puissance 6 masse solaire, un petit peu plus. Eh bien, il y a des étoiles autour, et nous observons les étoiles bouger, et tout doucement, très très lentement, être aspirées, ou en tout cas se rapprocher du trou noir. Ça, c'est un phénomène qui va prendre des millions d'années. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est l'orbite très excentrique de certaines de ces étoiles. Et en mesurant la position des étoiles en fonction du temps, eh bien, on peut voir qu'elles tournent toutes autour d'un point qui est invisible. Ce point invisible, ça ne peut être qu'un trou noir, qui est inactif, c'est-à-dire qu'il n'avale pas encore de matière. Alors, des questions un peu plus personnelles. Pourquoi êtes-vous si fasciné par les trous noirs ? Demande Laetitia. Ce qui est très intéressant dans mon parcours, c'est que je n'avais jamais envisagé d'être astrophysicien quand j'avais votre âge. En effet, je voulais être artificier. Quand j'étais petit, ce qui m'intéressait, c'était de faire exploser des trucs. Et au final, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que les mathématiques, la physique, la chimie et beaucoup d'autres sciences qu'on appelle dures étaient fascinantes parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas. Et lorsque j'ai fait mon master en physique fondamentale, j'ai eu des cours d'ouverture sur l'astronomie. J'y suis allé et je me suis rendu compte que j'adorais ça. C'est de là qu'est venue ma passion pour l'astronomie. J'aime énormément le sujet des trous noirs qui m'a été transmis par mon maître de thèse, René Guzman. Mais je ne fais pas que ça. Je m'intéresse aussi aux exoplanètes, je m'intéresse à d'autres phénomènes qui sont liés au voyage entre les différentes planètes du système solaire ou plus loin. Je m'intéresse par exemple à la formation et à l'évolution des galaxies. Énormément de choses. Les trous noirs sont une partie de ma recherche. Ils sont d'autant plus fascinants parce qu'il y a encore tout à découvrir. Mais croyez-moi, l'univers est encore une énorme question à laquelle il manque beaucoup de réponses. Quel est le rôle d'un astrophysicien dans un observatoire ? Demande Matisse à Saint-Louis. C'est de la recherche. En grande partie, nous sommes là pour faire de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que, dans le cas de la France, mais cela n'est pas la même chose dans tous les pays, dans le cas de la France, l'État nous paye pour faire de la recherche, pour comprendre comment l'univers marche.
Nous, à l'Observatoire, typiquement, nous arrivons le matin. Nous commençons par nous mettre à jour sur les connaissances qui ont été publiées très récemment. Nous avons des journaux scientifiques qui tous les jours publient les derniers articles, les dernières recherches qui ont été réalisées. Nous passons 1, 2, 3 heures, ça dépend du sujet, ça dépend des chercheurs, à mettre à jour nos connaissances. Puis ensuite, nous consultons tout ce qui est bureaucratie, qui est lié au travail, parce qu'il ne faut pas croire que la recherche, c'est uniquement de la recherche autour d'un papier ou d'un écran. Il y a énormément de bureaucratie, de travail, de cohésion avec d'autres chercheurs. Et ensuite, en fonction de notre métier, parce qu'il y a des sous-branches en astrophysique, certains d'entre nous vont recevoir des données de satellites qu'ils vont ensuite exploiter, ils vont ce qu'on appelle les réduire, pour essayer d'en tirer des images, des spectres, typiquement. D'autres, comme moi, vont faire de la modélisation, c'est-à-dire que nous avons des codes numériques que nous avons codés nous-mêmes avec toute la physique nécessaire, par exemple, à reproduire le rayonnement d'une étoile. Et nous allons vérifier les données qui sont sorties de nos simulations numériques, les comparer aux observations, voir ce qui cloche, voir ce qui va bien, et modifier nos théories en fonction. Et bien sûr, nous avons les théoriciens qui, eux, sont beaucoup plus penchés sur des équations et qui vont, eux, essayer de reproduire les modèles numériques ou les observations avec leurs équations. Une part non négligeable aussi du travail de l'astrophysicien est, pour certains d'entre nous, d'enseigner, typiquement en faculté. Il y a aussi, enfin, l'aspect divulgation scientifique, et pour beaucoup d'entre nous, nous faisons de la vulgarisation pour pouvoir justement donner cette passion aux gens comme vous, aux étudiants, aux adultes, et peut-être aussi motiver des passions futures. Alors, quels sont les métiers auxquels peuvent mener les études d'astrophysique? Alors, si on fait de l'astrophysique, c'est très ciblé. L'astrophysique, c'est de la physique des étoiles et de l'univers en règle générale. Si on fait des études d'astrophysique, c'est évidemment pour être astrophysicien, de la recherche pure. Toutefois, on peut quand même faire d'autres choses. Typiquement, nous avons à l'Observatoire astronomique de Strasbourg le centre de données de Strasbourg, le CDS. Et là, nous avons des chercheurs, des astrophysiciens aussi, qui travaillent à cataloguer les étoiles, les galaxies, toutes les sources cosmiques, pour pouvoir ensuite faire des catalogues gigantesques que d'autres communautés scientifiques vont utiliser, typiquement pour faire du comptage d'étoiles ou pour faire des modèles de synthèse de populations stellaires. Les autres métiers de l'astrophysique sont par exemple la création de télescopes ou de satellites. Pour ma part, malgré le fait que j'ai fait un parcours qui était théorique, c'est-à-dire de la science, de la modélisation et beaucoup de théories sur papier, il faut savoir que je travaille avec la NASA et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, pour la conception de satellites. Et donc, nous avons un domaine de compétences qui s'étend plus qu'à la recherche. Nous pouvons travailler main dans la main avec des ingénieurs pour faire des satellites, pour faire des lunettes astronomiques, et enfin, une autre possibilité de l'astrophysicien, c'est, comme je l'ai dit précédemment, la divulgation de la science au public, ce qui est typiquement fait par exemple au planétarium de Strasbourg et dans les autres planétariums en France. Alors on revient au contenu, que serait le contraire d'un trou noir? Le contraire d'un trou noir, c'est ce qu'on appelle un trou blanc. Toutefois, ça existe sur le papier, mais nous n'en avons jamais vu. Le trou blanc, à l'inverse du trou noir, rejetterait de la matière. Nous devrions voir, s'ils existent, quelque part dans l'univers, des sources cosmiques, des geysers de matière et de lumière. Toutefois, nous n'en avons jamais vu. Cela pourrait nous faire penser qu'il n'y a pas de connexion entre un trou noir et un trou blanc. C'est-à-dire que tout ce qui est avalé dans le trou noir n'est pas réémis par un trou blanc, parce que nous n'en voyons pas. Donc finalement, peut-être que tout ce qui est avalé par un trou noir reste ailleurs. Nous ne savons pas. Existe-t-il des trous noirs plus massifs que les trous noirs supermassifs? S'il en existe, nous n'en avons jamais vu. Nous n'avons jamais mesuré de tels monstres.
Le trou noir supermassif le plus massif est de l'ordre de 10 puissance 10 masse solaire. C'est déjà incroyable en termes de masse, et on a encore du mal à expliquer avec nos théories comment est-ce qu'on crée un trou noir aussi massif. Créer un trou noir encore plus massif serait un véritable challenge intellectuel et scientifique à nos théories. Alors, une question. Pourquoi les trous noirs sont-ils si troublants? C'est pas mal, mais outre le jeu de mots, c'est tout ce qu'on a expliqué précédemment. Voilà. Mine de rien, nous ne connaissons encore que très peu de choses sur les trous noirs. Un trou noir peut-il avaler de la matière de tous les côtés? Alors, oui. Le trou noir, étant donné que c'est un point dans l'espace, eh bien, il va avaler de la matière de tous côtés. C'est une sphère qui va avaler. Toutefois, la matière, lorsqu'elle va tomber dans le trou noir, à cause de son mouvement, eh bien, elle va former un disque. La matière va se compresser, à la fois déjà, simplement à cause de sa masse et de son mouvement. La masse va se compresser et former le disque d'accrétion. Donc, fondamentalement, oui, il y a l'accrétion de tous côtés, mais la matière, au final, va tourner sous la forme d'un disque qui spirale et qui tombe à l'intérieur du trou noir. Bon, je crois qu'on a fini nos questions. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup pour votre attention. Et ça a été un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à contacter les astrophysiciens dans vos villes respectives et ils se feront un plaisir de vous en parler. Oui, merci également à vous. Vos questions étaient très pertinentes, je trouvais. Et n'hésitez pas à revenir sur cette adresse internet. Vous y trouverez la VOD de cette séance. Voilà, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.